Investir en bourse, ce n'est pas regarder un graphique qui monte tous les jours. Je pense que tu en as conscience. Il y a des hauts, il y a des bas et parfois même, on va dire, des turbulences comme 2020, 2022. Après, si on remonte un peu plus, il y a 15 ans, 2008, etc., etc. Si tu ne comprends pas les bons mécanismes dès le départ, tu risques justement de faire des erreurs qui vont te coûter très cher. Alors aujourd'hui, l'objectif de ce contenu, c'est de voir et d'étudier ensemble les trois grands risques que tout investisseur doit connaître avant de se lancer en bourse. Tu verras comment ils peuvent justement impacter ton portefeuille et surtout comment les éviter et les limiter intelligemment. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cet épisode car l'un de ces risques est souvent sous-estimé. C'est le troisième risque que je vais te partager et c'est celui qui coûte souvent le plus cher à la majorité des investisseurs. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va peut-être et va littéralement justement te faire économiser des années de frustration. Alors déjà, bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne d'Investir pour demain. Donc moi c'est Emilien et l'objectif c'est de te transmettre une éducation financière pour que tu puisses investir en toute autonomie, notamment en bourse. Commençons déjà avec le premier risque qui est le risque spécifique. Le risque spécifique, c'est quoi? C'est un risque qui est lié à un produit ou à une entreprise en particulier. Donc c'est vraiment un risque dit isolé. Par exemple, comme tu peux le voir si tu es sur YouTube, tu as Atos. Atos, qui était l'un des leaders français dans la transformation digitale depuis des années, a raté son virage vers l'IA, notamment depuis 2016, 2017. Bref, quand tu vois aujourd'hui son cours boursier, il a chuté en fait depuis 2017 et aujourd'hui on est à moins 99. Écoute bien ça, moins 99 de son point culminant, donc son point le plus haut. Et attention, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Atos est à moins 99% que cette action peut être intéressante à acheter. Parce que non, elle peut continuer à chuter. Et ça, c'est un risque que l'on peut avoir justement quand on est exposé à un seul actif de ce type, donc à une action en particulier. Et le risque vient de plusieurs critères. On aura notamment les performances financières. Si aujourd'hui l'entreprise ne réalise pas les bénéfices attendus ou si elle enregistre justement des pertes, sa valeur en bourse, elle peut chuter. Pareil, on aura la gestion et la gouvernance. Si on a une mauvaise gestion ou des problèmes de gouvernance qui peuvent affecter négativement justement la performance de l'entreprise, que ce soit justement dans le management, dans la stratégie ou même des problèmes techniques en interne. On aura également la concurrence, parce qu'aujourd'hui, avec l'émergence de nouveaux concurrents ou des innovations disruptives, notamment l'IA, qui peuvent réduire la part de marché d'une entreprise. Et du coup, c'est le cas pour Atos avec l'IA, et notamment qui s'est fait dépasser par Capgemini, Soprasteria, Accenture, bref, qui ont eux justement une bien meilleure posture que justement Atos. Et l'autre risque justement qui est spécifique, c'est le risque de faillite. Parce que en cas de faillite de l'entreprise, bah, les investisseurs, toi actionnaire, tu vas tout perdre, tu vas perdre tout ton capital, voire une grande partie de ton capital. Parce que ici, si elle fait une faillite, du coup, l'entreprise, elle ne peut plus payer ses dettes. C'est ce qu'on appelle ses coûts obligatoires. Si tu suis un peu l'économie depuis quelques années, prenons l'exemple de la SVB. La SVB, c'est quoi? C'est la Silicon Valley Bank. Donc, c'est une banque américaine qui a fait faillite en 2023. Et voici son résultat en bourse. On a eu une forte explosion 2020-2021, puis donc notamment avec la baisse des taux, la liquidité qui était abondante sur les marchés, puis derrière on a une forte chute et en 2023, bam, faillite, chute nette en l'espace de quelques jours et donc plus rien. Quand je dis plus rien, c'est-à-dire que si tu avais investi sur cette action, tu aurais perdu l'ensemble de ton capital ou presque, parce qu'en fait, ça va dépendre des actifs liquidés. C'est-à-dire que si elle a assez d'actifs au moment de liquider son entreprise, donc ici la banque, elle va rembourser d'abord les créanciers qui sont privilégiés, puis ensuite les actionnaires qui détiennent des actions en bourse. Tu comprends ici que justement ce risque peut être fatal et dépend des choix des actifs financiers sur lesquels tu souhaites investir. Pour moi, personnellement, pour minimiser ce risque, ce que tu peux mettre en place, c'est soit tu vas investir dans des actions dites de qualité, donc ce sont des entreprises qui sont bien implantées sur des marchés. Attention, ça va nécessiter une analyse dite qualitative, une analyse quantitative et une valorisation de l'entreprise. Donc il y a des critères spécifiques liés justement au choix des actions de qualité. Ou dans un second temps, justement, tu peux t'exposer via justement des indices boursiers. Et c'est d'ailleurs ce que personnellement je recommande pour développer ton patrimoine sereinement sur le long terme et de manière diversifiée et avec une évolution beaucoup plus pérenne. Une entreprise peut faire faillite du jour au lendemain, mais un indice, lui, ne peut pas disparaître.
Pourquoi? Parce qu'un indice, c'est un indicateur qui reflète la croissance globale, que ce soit un secteur, que ce soit une économie ou même d'un marché mondial en fait. Et pour y accéder, toi, ce que tu vas faire, tu vas passer par des ETF, ces fameux fonds qui répliquent la performance d'un indice. Mais justement, là, il faut que tu fasses attention parce que tous les ETF ne se valent pas. Certains sont mal construits, ils sont peu suivis ou ils investissent dans des thématiques beaucoup trop spécifiques. Bref, résultat, s'ils ne rencontrent pas assez de succès, l'émetteur, lui, il peut se dire quoi? S'il n'est pas rentable, il va fermer son ETF. Ce qui complique, un, la liquidité, la gestion et donc une perte en capital pour toi, investisseur. Alors, les ETF, oui, ce sont de super outils pour investir, mais encore faut-il bien les choisir. Donc, il faut justement que ce soit pertinent, qu'il soit solide, qu'il soit bien diversifié. Et c'est justement ce que j'explique dans la vidéo que tu peux retrouver dans la description. Donc, que tu sois sur podcast ou sur YouTube, c'est 10-15 minutes pour bien comprendre justement les ETF et comment bien investir dessus. C'est le premier lien dans la description et cela va me permettre justement de rebondir sur le risque suivant, le risque numéro 2, qui est le risque systémique, c'est-à-dire le risque de marché. Ici, le risque est directement lié au marché dans sa globalité, comme les cycles économiques faisant chuter les marchés. On aura notamment la bulle Internet, la crise des subprimes, le Covid-19. Ça peut être également en conséquence d'événements mondiaux impactants, comme le Covid, des problèmes climatiques. On aura également des annonces économiques et politiques, comme par exemple le resserrement monétaire en fin 2022, donc avec une baisse des marchés, on a eu de moins 20% sur le S&P. Donc c'est les cycles économiques. Et troisièmement, on aura également les événements géopolitiques comme la guerre, par exemple la guerre en Ukraine, la guerre Hamas-Israël. Et il y a également d'autres événements qui sont directement liés, c'est l'effet de contagion. Par exemple, à la crise des subprimes 2008, on a eu un effet de contagion avec énormément de banques qui ont faillite. Pareil 2023 avec la SVB, derrière on a eu Crédit Suisse, on a eu First Bank il me semble aux États-Unis. C'est ce côté effet de contagion dans le sens où quand il y a un problème systémique, il y a un risque qui est beaucoup plus important sur l'ensemble de l'écosystème financier. Par rapport au risque systémique, ici, toi, en tant qu'investisseur, tu n'as pas forcément la main dessus parce que c'est économique, c'est géopolitique, c'est ce qui se passe dans l'économie. Donc, ce sont des risques de marché, des risques dont les investisseurs n'ont pas la main. Il y aura toujours, de toute façon, il faut que tu le saches, toujours des phases de baisse, des phases de hausse sur les marchés et donc un certain niveau de volatilité. Par contre, ce qui est intéressant de regarder justement, c'est d'observer la probabilité de faire une performance négative sur le S&P 500, donc à partir du moment où tu investis au pire moment, c'est-à-dire au point le plus haut d'un cycle haussier. Et en reprenant justement le S&P 500 de 1924 à 2024, donc c'était sur YouTube, tu peux le voir. Donc c'est issu de différentes études effectuées sur le marché américain. La probabilité d'essuyer une perte en capital, elle est de 30% si tu investis sur un an, donc un horizon de placement sur un an. Elle est de 23% si tu as un horizon de placement de 2 ans, elle est de 14% si tu as un horizon de 10 ans, elle est de 5% si tu as un horizon de 20 ans et de 0% si tu as un horizon de 30 ans. Cela veut dire que si tu as investi sur le S&P 500, même au point le plus haut historique, en 30 ans, tu n'aurais eu aucune perte. Et cela, c'est en prenant en compte la fameuse dépression, la grande dépression de 1929. Si on ne la prend pas en compte, et donc on prend cette étude uniquement à partir de 1934, bah là, les résultats diffèrent. Et dans ce cas-ci, tu as 95%, écoute bien, tu as 95% de probabilité d'être en positif au bout de seulement 10 ans. Et cela, c'est vraiment si tu as investi tout ton capital au pire moment. Et d'où l'importance, encore une fois, d'avoir un horizon de placement long terme. Plus il sera long, plus les risques de perte en capital sera faible. Et ça, c'est très important. Il y a un graphique que j'aime bien partager à propos de ça, c'est l'évolution du S&P 500. Et en 1929, il a fallu 25 années pour revenir à son point le plus haut. Sinon, la chute la plus longue dernièrement, c'était le point le plus haut de la bulle Internet jusque 2012-2013. Il a fallu environ 13 ans pour revenir à son point historique le plus haut sur le S&P 500, qui était lors de la bulle Internet. Voilà. Après, ça reste quand même extrêmement rare. Et encore une fois, c'est si tu investis tout ton capital au point le plus haut. D'où, encore une fois, l'importance d'investir en bourse avec une vision long terme. On n'achète pas un indice avec un horizon de placement d'investissement de 6 mois. Sinon, honnêtement, c'est de la spéculation. Et encore, la clé pour ça, pour minimiser ce risque, c'est quoi? C'est que tu peux faire du DCA, c'est-à-dire que tu vas investir tous les mois, donc dollar cost average. L'objectif va être de lisser
ton point d'entrée. Donc tous les mois, tu vas investir une certaine somme. Ainsi, même si tu avais investi une partie de ton patrimoine au point le plus élevé, en continuant d'investir lors d'une baisse des marchés, justement, tu vas optimiser ton point d'entrée pour augmenter tes probabilités d'être en positif et d'augmenter ta performance sur le long terme. Donc tu comprendras que ce n'est pas le cas avec le risque spécifique, car si l'entreprise, elle fait faillite, malgré le fait d'avoir optimisé potentiellement tes points d'entrée, tu vas perdre ton capital parce qu'elle va continuer de chuter. Donc c'est pour cette manière que pour moi, les indices apportent vraiment une certaine sérénité et une sécurité dans tes investissements, que ce soit plus que les actions individuelles et même plus que ton épargne, largement. Maintenant, le troisième risque, qui selon moi est le plus important, c'est le risque de toi-même. C'est toi en fait le plus grand risque. Et c'est ce qu'on appelle le risque psychologique. C'est-à-dire que on parle souvent des risques de marché, des crises économiques, des faillites d'entreprises, mais le risque le plus dangereux, c'est souvent celui que tu regardes dans le miroir, c'est-à-dire c'est toi-même, ton mental, ton comportement. Bref, l'influence de un, les médias, ça c'est important à prendre en compte, les médias qui te font peur à chaque chute. On a les conseils sollicités de ton entourage, d'autres personnes qui ne sont pas forcément intéressantes. On aura également les rumeurs que tu peux écouter et voir sur X, sur TikTok ou autre. Et tu auras surtout tes propres émotions, donc le cycle émotionnel de l'investisseur, que ce soit la peur, l'euphorie, le doute, l'impatience, autant de sentiments qui peuvent te pousser à prendre des mauvaises décisions, même si tu avais justement la meilleure stratégie du monde. J'aime le dire parce que tu peux investir dans l'actif le plus performant de la planète, mais si toi, tu n'es pas prêt à encaisser les chocs, comme une baisse des marchés, tu vas finir par faire n'importe quoi au pire moment. Et quand ça arrive, ça donne, tu vas potentiellement couper tes positions en perte, tu vas écouter les mauvaises personnes, tu vas sortir du marché juste avant qu'ils repartent, et c'est tout simplement la spirale négative de l'investisseur. Et c'est une courbe que j'aime partager dans le sens où la plupart du temps, quand les marchés montent, les gens sont optimistes, ensuite ils sont euphoriques et c'est dans cette phase qu'ils achètent. Puis le marché connaît une baisse, on a un certain niveau de crainte, on a un désespoir, une capitulation et c'est là où la majorité des investisseurs vont vendre parce qu'ils ne sont pas prêts psychologiquement à être patients et à investir plus à cette période-là. Et je sais de quoi je parle. En 2021, donc là je te montre l'évolution du graphique du Bitcoin. En fait, en 2021, j'étais dans cette spirale dans le sens où j'ai connu le Bitcoin en octobre 2021, donc j'ai investi au pire moment, au moment où tout le monde en parlait, je pensais que c'était le top et tout, donc j'étais dans une euphorie totale. Je suis rentré là massivement. Résultat derrière, j'ai pris quoi? J'ai pris moins 75% de mon investissement. Malheureusement, vu que psychologiquement j'étais pas prêt, j'ai vendu en perte. Et après, je me suis dit, ok, écoute, je vais attendre 10 000 dollars pour réinvestir. Résultat, le Bitcoin n'est jamais revenu aux 10 000 dollars. Il est arrivé autour des 15 000 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Quand t'as pas la bonne psychologie, un, tu vas vendre en perte, et deux, tu vas vouloir rentrer à certains niveaux et dont le marché ne va jamais venir en fait. C'est vraiment pour te partager mon expérience personnelle parce que je parle en connaissance de cause. Maintenant, peut-être que toi aujourd'hui, tu te dis, c'est bon, Emilien, moi je sais, maintenant tu m'as partagé ces connaissances, je sais que ça n'arrivera pas. Mais c'est parce qu'on est dans une phase haussière. Mais tu verras au pire moment, quand on va connaître une baisse des marchés, tu verras que ta psychologie, elle va prendre un coup. Parce qu'en fait, tout ce qui va t'entourer sera négatif. Donc ça, fais vraiment attention, c'est essentiel. La vraie leçon que tu dois retenir ici, c'est justement ce qui te fait perdre, c'est ta capacité ou non à suivre ta stratégie avec discipline. Tu dois rester fidèle à ton plan long terme, tu dois te détacher du bruit autour de toi et surtout ne pas agir sous l'impulsion. Et comme le dit Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde, sois craintif quand les autres sont avides et avide quand les autres sont craintifs. Sois craintif quand les autres sont avides et avide quand les autres sont craintifs. Et c'est exactement ce que tu dois appliquer quand tout le monde vend dans la panique. Toi, justement, tu restes calme et quand tout le monde va crier au crack, toi, tu vas regarder les opportunités et potentiellement, tu vas investir davantage, ce qu'on appelle du VA, du Value Averaging, où tu vas optimiser tes points d'entrée. Donc la clé, c'est vraiment reste loin des bruits en fait, garde confiance dans ta stratégie et ne te laisse pas gouverner par tes émotions parce que mine de rien, investir, pour moi, c'est 20% de technique une fois que tu as mis en place ta stratégie et ensuite c'est 80% de mental. Donc aie confiance dans la stratégie long terme que tu vas mettre en place. Ce risque était vraiment essentiel pour moi. Bien sûr, il faut que tu saches qu'il existe d'autres risques, comme le risque de liquidité, le risque sectoriel, le risque géographique, le risque de change. Il y a également d'autres risques à prendre en compte. C'est d'ailleurs ce que j'analyse en détail
avec mes élèves, mais chaque chose en son temps. Déjà aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, clarifier ta stratégie et bâtir un plan qui est solide sur le long terme, tu as 2 vidéos accessibles dans la description. Tu en as une sur les ETF, celle que je t'ai partagée juste avant, et l'autre pour créer ta stratégie d'investissement long terme. En tout cas, si cette vidéo, elle t'a aidé à y voir plus clair, pense à liker, à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur podcast, à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai personnellement, c'est toujours un plaisir de pouvoir t'aider et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer lors des prochains contenus. Rappelle-toi que chaque décision que tu prends aujourd'hui pose les fondations de ta liberté financière de demain et de ton indépendance en fait. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de tes investissements et à très vite pour un nouvel épisode. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.